Docteur Mpouila, bonjour. Vous êtes candidat aux élections présidentielles en 2016, ce que j'ai bien compris. Dites-moi, est-ce que M. Étienne Tshisekedi ne fera pas l'ombre par rapport à votre candidature? Merci bien pour la question que vous venez de me poser. Mais je voudrais quand même, avant de répondre directement à la question posée, rectifier deux choses. Vous avez demandé à l'un de mes compagnons de lutte ici si nous avons indexé certaines personnes. Nous n'avons pas indexé qui que ce soit, mais nous avons constaté les faits. Nous avons constaté les faits et ce sont les faits avérés. Et des hommes que vous voyez là, ce sont des hommes responsables, des hommes qui ont fait leur preuve dans le parti. Et après avoir constaté ces faits, il fallait en tirer toutes les conclusions politiques et logiques jusqu'au bout. Et nous avons tiré ces conclusions. Il fallait assez de détermination, de courage, de vision, d'ouverture d'esprit, d'élévation même de nous-mêmes, d'attachement aux valeurs, aux idéaux, à la vision historique de notre parti. Et c'est tout cela qui nous a poussé inéluctablement à prendre des décisions qui s'imposaient et de façon inéluctable. Nous sommes sûrs que dans le premier temps, nous ne serons pas compris, mais c'est un processus qui est en cours. La nouvelle direction du parti a la tâche, et nous tous d'ailleurs, d'expliquer, d'expliciter davantage notre démarche et tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes convaincus que tôt ou tard, la lumière, la vérité et la justice vont transparaître et l'histoire nous donnera raison. Je voulais d'abord donc rectifier ce premier fait. Le deuxième fait que je voulais rectifier, vous avez dit dans votre question posée au président désigné ici que notre parti c'est un parti tribal. Ce n'est pas vrai. Historiquement parlant, ça s'explique. C'est un parti d'origine parlementaire. Il y a eu 4 parlementaires du Kasaï oriental, 4 parlementaires du Kasaï occidental, sur les 13 parlementaires, auteur de la lettre ouverte adressée le 1er novembre 1980 au président Mobutu. Et puisque ces parlementaires étaient les véritables et les dignes représentants des populations du Kasaï, historiquement parlant, c'était normal que les populations du Kasaï adhèrent à cette démarche et se retrouvent dans les revendications qu'ils avaient placées à l'avant-plan dans la lettre ouverte. Mais plus tard, personne n'a le droit de refuser à d'autres compatriotes de toutes les provinces le droit de s'être reconnu dans le contenu de la lettre ouverte
Et puis, la création même de l'UDPS au mois de février, donc le 15 février 1982, et même au cours de toute notre histoire, jusqu'à aujourd'hui, pendant 33 ans. C'est un parti qui est implanté dans toutes les familles, toutes les tribus, toutes les provinces du Congo. Vous lisez les rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme. On arrête les membres de l'UDPS dans toutes les provinces. Vous avez certainement entendu parler de Ketumile Massiré, le facilitateur du dialogue intercongolais, qui s'était tenu en Afrique du Sud du 25 février 2002 jusqu'au 3 avril 2003, le dialogue auquel j'avais eu le privilège de participer en tant que délégué. Et Ketumile Massiré, c'est un grand homme d'État. Il a été le président de son pays, Botswana. Mais quand il avait circulé à travers tout le Congo pour procéder à la désignation des délégués, ce grand homme d'État a fait la déclaration suivante: l'UDPS, c'est un parti Coca-Cola. Nous lui avons demandé ce qu'il entendait par là. Il nous a dit que c'est un parti qu'on trouvait partout au Congo. Et donc, il faut vraiment attirer l'attention de tous nos compatriotes sur le fait que c'est un parti qui est le patrimoine national. Et les compatriotes de toutes les provinces, de toutes les tribus se retrouvent dans l'UDPS. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment souligner et j'ai tenu à souligner cela. Alors, concernant maintenant votre question précise sur l'avenir, vous savez, cette désignation qui me concerne aujourd'hui s'inscrit dans le processus non seulement de notre combat collectif avec tous ces amis avec qui nous avons cheminé ensemble, mais aussi dans le cheminement de mon combat personnel depuis 1974, le combat pour la libération de notre pays et l'instauration d'un état de droit démocratique au Congo. Le combat que j'ai commencé depuis l'université de Kinshasa, comme je l'ai dit, en 1974, et quand l'UDPS a été créé en tant que mouvement d'opposition politique en 1980 par la lettre ouverte des 13 parlementaires, ce jour-là même, le 31 décembre 1980, le jour où on a annoncé le journaliste Mavungu venait d'annoncer l'arrestation des 13 parlementaires. Ce jour-là même, je suis devenu membre de l'UDPS. Et depuis lors, j'ai cheminé dans ce parti, je n'ai jamais trahi et j'ai assumé beaucoup de responsabilités dans ce parti toute ma vie. Et je trouve la désignation qui m'est faite aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'empressement par des amis et compagnons de route. Je trouve cela, pour moi, conforme et ça s'inscrit dans ce processus de mon combat. Et ce combat, je suis prêt, déterminé à le poursuivre, puisque c'est un combat qui s'identifie au sens même de ma vie, au destin de ma vie.
Docteur Pouila, encore... Pardon. Allez-y, Vous avez demandé si M. Etienne Tshisekedi ne me faisait pas l'ombre. Voilà, tout à fait. Non. Quand vous acceptez des responsabilités, sachez que vous êtes prêt à reconnaître la valeur qui est dans chaque personne, la valeur humaine, la valeur politique, la valeur professionnelle, l'héritage que chaque personne a légué à notre pays, à notre héritage. M. Etienne Tshisekedi, j'ai été l'un de ses collaborateurs les plus proches. Je l'ai beaucoup respecté. Et lui aussi. Reconnaît ce que j'avais fait autour de lui. Mais maintenant, là, nous sommes à une phase où ceci s'applique. L'histoire est écrite par les hommes, mais l'histoire est aussi et surtout faite par les hommes. Quand la société vous désigne, vous demande de jouer en ce moment-là, de jouer, d'exercer une telle responsabilité, si vous êtes un homme responsable et sérieux, vous n'allez pas reculer et vous n'aurez pas peur d'une telle ou telle personne. Ceux qui me connaissent dans ma vie, ils savent que je respecte toutes les personnes au niveau de leur talent, leur qualité, leur valeur, leur rapport à l'histoire de notre pays, de notre peuple. Je respecte beaucoup d'hommes de progrès qui se trouvent dans le monde et dont j'ai lu la vie donc dans les ouvrages. Mais je pense aussi que j'ai une grande contribution à apporter à la civilisation du 3e millénaire. Docteur Pouila, une question, il me reste 2 questions. Vous êtes prolixe, très bien. Vous avez une certaine lucidité. Vous avez évoqué tout à l'heure, lors de votre intervention, à l'instant même, de trahison. Alors moi je parlais de trahison. Lors de votre congrès ici, de conclave, vous avez mis l'accent sur l'article 10 et 62 de vos statuts. Alors parlez-nous un peu de ces articles. Oui, je vous dis qu'il y a quelque chose, depuis 2013, quelque chose d'extrêmement grave qui s'est passé au sein du parti. Vous savez, notre parti a pour fondement, socle, la vision, les valeurs, les idéaux, les textes. Et dans ces textes, vous avez les statuts qui sont notre constitution, vous avez le règlement intérieur et vous avez les organes du parti. Et dans ces organes, vous avez le congrès qui est l'organe suprême du parti. Vous avez la présidence du parti. Dans la présidence, vous avez le président du parti et le secrétaire national. Vous avez la convention démocratique du parti. Vous avez la commission électorale et puis tous les autres organes de la base. Selon nos statuts, messieurs, personne ne peut toucher au statut du parti. Seul le Congrès, organe suprême, peut modifier et approuver les statuts du parti. Mais entre 2010, année de la tenue du premier congrès ordinaire du parti, et 2013, plus précisément mars 2013, date où brusquement il y a eu d'autres statuts
dans le parti. Il n'y a pas eu de congrès, ni congrès ordinaire, ni congrès extraordinaire. Les statuts ont été falsifiés. Et ça, c'est un acte inadmissible. C'est un acte inadmissible. Et puisqu'il n'y a pas eu de congrès, et qu'est-ce qu'on a falsifié dans les statuts? 2 articles très importants, notamment l'article 10. Et l'article 10 donne justement la nature d'un parti politique, hein, la quintessence, la différence entre un parti politique et toute organisation de la société civile. Je peux citer l'article 10 de nos statuts dit ceci. L'UDPS a pour objectif la conquête, l'exercice, la conservation démocratique du pouvoir en vue de réaliser son projet de société. Cette partie-là a été supprimée de nos statuts. Ça signifie quoi? Celui qui a osé faire ça, il a transformé notre parti politique en une organisation de la société civile, une aspect. Mais nous nous inscrivons de façon farouche, de façon déterminée dans la lignée des 13 parlementaires, auteurs de la lettre ouverte. Dans la lignée de ce parti qui a vu le jour en tant que parti organisé structuré le 15 février 1982, dans la lignée des résolutions du premier congrès du parti qui s'était tenu du 10 au 14 décembre 1910. Celui qui a touché à ces statuts-là, en dehors du Congrès, et qui a même transformé la nature même de notre parti. Personnellement, il n'est plus membre de notre parti. Il est membre d'une autre organisation et il nous doit des explications. Pourquoi? Puisque le Congrès avait réuni, s'il vous plaît, plus de 800 membres, 64 invités, notables, etc. 13 partis politiques autres que l'UDPS. Et il y avait eu une grande publicité autour de ce congrès. Et c'était le premier congrès de notre parti depuis que le parti existe. Et on a touché au statut adopté à ce congrès. Pour moi, c'est inadmissible. Et l'article 62? L'article 62, c'est un article qui donne au président des pouvoirs spéciaux pour pouvoir mettre en place les décisions adoptées au premier congrès. Et cet article, ces dispositions transitoires, en fait, donnent au président des pouvoirs élargis de gérer, bien sûr, le parti, mais aussi de nommer même les présidents des comités fédéraux. Mais à partir et ces dispositions transitoires, c'est limité à une période de 3 ans. Donc, à partir de décembre 2013, ce n'était plus au président du parti de nommer les présidents fédéraux. C'était maintenant à la commission électorale permanente, ensemble avec les commissions électorales locales,
au niveau des fédérations, donc de procéder à donc, la désignation des présidents fédéraux. On a supprimé l'article 62. On a en fait donné au président du parti des pouvoirs absolus et illimités. Et j'ajoute, et celui qui a supprimé cet article a même procédé à des nominations illégales. Le 28 janvier 2015, des soi-disant représentants. Et cela a déstabilisé, détruit l'harmonie, le calme, la sérénité, le fonctionnement normal dans des fédérations phares du parti, notamment la Fédération de la Belgique, la Fédération du Canada, la Fédération de l'Allemagne, la Fédération de la France. Et cela est inacceptable et cela devra nous être expliqué tôt ou tard. Et nous demanderons au nouveau leadership que nous venons de mettre en place de pouvoir s'enquérir des explications. Qu'est-ce qui a fait ça? Puisque ça a été un travail destructeur pour le parti. Détruire le parti, déstabiliser le parti au niveau même des fédérations dont je viens de parler, des fédérations qui ont énormément contribué à la visibilité du parti, au rayonnement du parti, et à la collecte des fonds. Les combattants qui sont volontaires, bénévoles, membres de ces fédérations, ont consenti des sacrifices énormes, ont déployé beaucoup d'efforts pour soutenir l'action de la direction politique, faire fonctionner le parti au niveau des fédérations. Et on a touché à ces fédérations. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose qui exige des explications. Pour terminer, ma dernière question, parce que vous avez été très prolixe, vous avez bien expliqué les choses. Pour terminer, aujourd'hui, on est à 13 mois, pratiquement 13 mois aux échéances électorales. Vous êtes premier candidat nommé candidat aux élections présidentielles en 2016. Comment allez-vous vous organiser? Comment vous allez en fait toucher toutes les couches sociales de la société congolaise? Quand on voit, il y a une grande fracture. On refuse aujourd'hui l'UDPS, l'UDPS a déçu. La mort d'un homme, quand vous parlez, on vous sent très amer. Comment vous allez faire pour... Dans la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé le 28 dernier, et ça montre bien qu'il y a une fracture entre la population et l'UDPS qu'on a aimé. Alors, comment faire-vous pour réunifier tout le monde? C'est ma dernière question. Non, j'ai rectifié. Il n'y a pas une fracture entre l'UDPS et le peuple. C'est plutôt la direction politique du parti qui a déçu le peuple congolais. Le peuple congolais ne s'est plus retrouvé dans les actions de la direction politique, tout comme les membres de l'UDPS ne se sont pas retrouvés dans les actions de la direction politique. Il y a eu une discrépance, donc un déphasage entre la direction politique du parti qui a totalement failli et le peuple. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je suis en contact avec toutes les fédérations du parti, parce que vous savez que je suis le coordonnateur principal du bureau d'études, d'expertise et stratégie. Nous avons des membres dans toutes les fédérations, les 63 fédérations de notre parti au pays, 45 donc au pays et 15 ici à l'extérieur. Je suis en contact permanent
avec le peuple congolais. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est restaurer la confiance, restaurer la crédibilité, non seulement au niveau du peuple congolais, mais au niveau des partenaires, les partenaires avec lesquels nous sommes en contact. Vous savez que j'ai été représentant de l'UDPS 13 ans ici en Belgique. Nous sommes en contact avec les hauts décideurs internationaux au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la MONUSCO, etc. Eux aussi attendaient un geste fort au sein du parti. Et les membres ont répondu présent. Et donc, qu'est-ce que je ferai? C'est faire en sorte que la confiance, la crédibilité reviennent. Cela non seulement dans les discours, mais aussi dans les actes et dans les contacts, dans les échanges, dans les négociations win-win avec les partenaires et au niveau de la population, réanimer la flamme, travailler avec tout le monde, être à l'écoute de tout le monde, recenser les aspirations, hiérarchiser les aspirations du peuple, les thématiser dans des projets de société et les présenter sous forme de programmes, de doctrines. Et je suis prêt à rencontrer au congrès du parti, dans un débat contradictoire, les autres cadres, les autres candidats, dans un débat démocratique. Je suis prêt à rencontrer dans un débat démocratique ouvert tous les autres compatriotes issus des autres partis politiques. Et je suis convaincu que l'UDPS gagnera. Et par moi, le Congo pourra jouer son rôle d'épicentre au niveau de la diffusion de la civilisation de progrès, la civilisation d'amour, la civilisation de paix, de stabilité, de démocratie, de la sauvegarde, de l'environnement, de l'écologie, de l'écosystème, la civilisation du respect du droit international, la civilisation du respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, etc. J'avais dit une dernière question, mais il y a une petite question, on terminera avec ça. Vous tenez très très bien avec votre lucidité. Alors le dialogue, vous allez partir au dialogue avec celui qui est au pouvoir en RDC, comme vous êtes candidat? Absolument pas. Absolument pas. Il est hors question de parler de ce soi-disant dialogue avec ce monsieur qui est là, au pouvoir, qui a été parachuté par la fenêtre, n'est-ce pas, par le haut du plafond, dans le palais présidentiel de notre pays. Il est hors question. Pourquoi? D'abord, il est arrivé à la fin de tous les cycles d'effraction, des ruses, des fourberies. Il est arrivé à la fin de tout, ce monsieur-là. Ça, c'est la première chose. Le peuple congolais l'a déjà mis dans les cordes. Rappelez-vous de ce qui s'était passé le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Le peuple attend de nous maintenant, nous les leaders, de lui donner un dernier coup de grâce. Chaos.
nous devons plutôt négocier avec les autres partis politiques au niveau du pays, les autres forces démocratiques. Nous devons plutôt négocier avec les partenaires. Nous ne devons plus négocier avec ces messieurs-là. Ces messieurs ne représentent plus rien. Et c'est dommage, vous me posez cette question, je vous dis ce qui s'est passé au niveau de la direction politique que nous venons d'écarter aujourd'hui. Pendant que le peuple attendait que le leader libérateur passe devant et mette ce monsieur-là KO, curieusement, le leader libérateur a amené des bonbonnes d'oxygène, des béquilles, pour le monsieur qui était déjà dans les cordes, et l'a rappelé même au centre du ring, et lui a donné même encore des cartes à distribuer. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est une facette de la réponse. Maintenant, je vais vous donner une réponse qui revient des raisons sur le plan mondial. Je pense que vous connaissez bien ce qui est arrivé avec les accords de Munich, intervenus le 29 et le 30 septembre 1938 entre les délégués de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, plus précisément Édouard Daladier, le président du Conseil français, Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, Benito Mussolini de l'Italie et Adolf Hitler. Ce qui est arrivé à la fin de ce dialogue à Munich a été une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont allés, ils ont aidé Adolf Hitler, dont la légitimité était déjà chancelante en Allemagne même, puisque beaucoup d'Allemands n'étaient plus d'accord avec sa propension vers le militarisme, vers une deuxième guerre, à cause des conséquences de la Première Guerre mondiale. Mais puisqu'il venait de gagner, de remporter une victoire sur le plan international grâce à ce dialogue, sa légitimité a été de nouveau renforcée. Et ce monsieur s'est cru tout permis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le premier à violer les accords de Munich, à envahir la partie de la Tchécoslovaquie, les Sudètes, la partie occupée par les germanophones. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisque c'est cette partie-là qui lui avait été donnée pour calmer ses instincts belliqueux. Mais il a envahi même toute la Tchécoslovaquie, et il a eu même encore une puissance militaire accrue, puisqu'il avait récupéré des chars, n'est-ce pas, de la Tchécoslovaquie, et il a attaqué la Pologne. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale donne comme une phrase clé à tous ceux qui sont tentés d'aller dialoguer avec un tyran? La phrase est la suivante, et la phrase est tirée à partir de ces accords-là. Les accords de Munich sont le symbole mondial de la lâcheté, de la naïveté, de l'imprudence de tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un dialogue franc avec un tyran impénitent et arriver à une solution pacifique, stable, alors que ce dialogue, une telle tentative amène à une catastrophe plus grande que ce qui s'est passé en ce moment-là. Et donc,
il ne faut jamais dialoguer avec un tyran impénitent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me demander. Puisqu'il y en a qui disent, mais vous refusez de dialoguer avec ces messieurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous leur posons la question. Avec qui est-ce que nous avions dialogué pour obtenir l'indépendance? C'est pareil. Les pressions populaires internationales, les soulèvements populaires, garder l'unité du peuple, avoir le regard du peuple focalisé sur notre idéal, l'indépendance. Et la Belgique, la classe politique belge qui n'avait jamais ni voulu, ni préparé, ni prévu à longue ou à bref échéance l'indépendance du Congo, la classe politique belge a cédé à des pressions populaires commencées depuis des campagnes sanglantes du caoutchouc rouge et de Côte d'Ivoire, tout le travail de Simon Kimbangu, tout le travail de Patrice Emery Lumumba, de Labako, etc., des intellectuels venus ici en Belgique en 1958 à l'exposition, etc. Tous ces intellectuels qui s'étaient réunis en 1956 autour du cardinal Maloula, qui était en ce moment-là encore prêtre et qui avait été les auteurs du manifeste de l'Ancélé. C'est tout cela qui s'est condensé dans les émeutes, finalement, qui a culminé dans les émeutes du 4 janvier 1959, et cela nous a donné l'indépendance. Et pardon, avec qui est-ce que nous avions dialogué pour arriver à la conférence nationale souveraine? Le plus grand des forums de négociation politique de notre histoire. Pression populaire, interne, commencé justement par ce parti, l'UDPS, depuis 1980, et puis à la fin, il y a eu aussi, depuis à partir de 1980, toute la population débarrassée de la peur par l'UDPS, toute la population qui s'est jointe à ce mouvement de l'UDPS. Il y a eu le vent de l'Est, de la perestroïka, et c'est cela qui a amené, qui a contraint le tyran Mobutu à convoquer en avril 1991, à signer en fait, en avril 1991, les deux ordonnances, l'une convoquant la conférence nationale souveraine et l'autre déterminant la qualité de la participation. Et donc, il faut plutôt insister sur les soulèvements populaires, les pressions populaires, l'unité du peuple, etc. Le refus de toute corruption, hein, de toute complicité avec le tyran, avec les fossoyeurs de l'État congolais, avec les bourreaux, les assassins de notre peuple, avec les pilleurs des richesses nationales. Il faut refuser toute cette complicité-là. Et c'est ça notre travail, nous les leaders, c'est de tirer l'attention de notre peuple, de bien encadrer politiquement notre peuple, garder la conscience patriotique et démocratique de notre peuple et guider ce peuple, stimuler ce peuple, aller avec ce peuple vers la victoire. Et la victoire nous appartient. Merci infiniment, Dr Mpela. Vous méritez bien le titre de docteur par rapport à l'enseignement que vous venez de dispenser là. Je tenais à vous rendre hommage. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Roger Bongos. J'ai saisi cette occasion pour vous remercier et vous féliciter aussi pour ce travail que vous faites depuis bien longtemps. Nous vous suivons. Nous suivons ce que vous faites comme travail. Et ce travail, en fait, qui a finalement répondu aux vœux de Patrice Emery Lumumba, qui disait
Il faut qu'à un moment donné, les Congolais eux-mêmes s'approprient leur histoire, qu'ils écrivent leur histoire. Dans le temps, c'était toujours les étrangers qui parlaient, qui s'occupaient des médias pour parler des Congolais. Mais vous êtes l'un de ceux qui, grâce à votre travail, à votre engagement, vous occupez des médias, de la mobilisation, de l'éveil de la conscience patriotique et démocratique, de la circulation de l'information au niveau, n'est-ce pas, national et international. Nous vous souhaitons vraiment plein succès dans votre travail et que nous restions en collaboration étroite, vous et nous les leaders, pour que nous puissions faire du Congo, et je termine par là, faire du Congo cet épicentre de la paix, de la stabilité, de la civilisation, du progrès, non seulement pour le Congo, mais pour la région des Grands Lacs, pour toute l'Afrique, mais aussi de la civilisation du 3e millénaire.